Et donc bonsoir à tous. Bonjour à Euh, tous. nous allons... Merci, nous allons donc commencer, même s'il y a des petits problèmes techniques, comme vous avez pu le voir, notre, notre petite séance de discussion, une table ronde. Euh, je m'appelle John Capone, j'ai commencé par me présenter. Je suis graphiste pour l'écran fantastique, pour Backfilm, pour plein d'autres choses comme ça. Voilà, et je vous présente Aurélia et Damien. Je Bonsoir. vous laisse vous introduire. Yes. Du coup, je suis la cofondatrice du média Seriously, qui est surtout spécialisé dans les séries télé. On parle aussi un peu de ciné de temps en temps dans notre rubrique Il n'y a pas que la télé. Et voilà, on essaye d'être très proche des fans et de laisser aussi la parole à nos lecteurs. Donc, c'était important aussi pour nous de pouvoir avoir des discussions avec des personnes et des débats, notamment autour des années 90, parce que on aime tous les films et les séries des années 90. Bonsoir à tous. Ouais, c'est mon tour. Moi c'est Damien. Alors moi je suis cofondateur du site seriously.com aussi et je suis responsable de la vidéo, donc des interviews, des montages créatifs vidéo pour le site et accessoirement je co-anime le podcast Netflixers qui parle de la SVOD en France et dans le monde et notamment de Netflix. Voilà, c'est bon pour moi. Et donc, en fait, le sujet de la petite discussion de ce soir, c'est les années 90, des années charnières. À savoir, est-ce que les années 90 sont finalement, est-ce qu'elles existent par elles seules? Est-ce qu'elles ne sont que le passage des années 80 jusqu'aux années 2000, et etc., etc., et ce, au niveau à tous les niveaux, parce que tout le monde se rappelle beaucoup, et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, des années 80 qui sont encore célébrées énormément aujourd'hui, d'ailleurs, à travers plein de choses, que ce soit à travers la musique, que ce soit à travers les séries qui aujourd'hui leur rendent encore hommage. Je pense à Stranger Things, entre autres, etc. Et les tournées Star 80 qui depuis des lustres tournent en boucle et continuent encore. Et la question se pose, est-ce que les années 90 ne sont qu'une suite des années 80? Est-ce qu'elles ont amené quelque chose, etc., etc. Et en ça, c'est très intéressant parce que on est trois personnes complètement différentes et on a vécu les années 90 à des âges différents. Moi, personnellement, j'avais 15 ans quand elles ont commencé. Je Oui, sais pas. moi Moi je- j'avais quelques mois quand les années 90 ont commencé, donc j'ai et pas moi le et moi souvenir j'avais de la 15 ans quand elles ont première. terminé. Et toi, t'avais Ouais. 15 ans quand elles ont terminé. Voilà, donc Ouais. on les a tous vécus en fait différemment en fait. C'est toi, Aurélia, t'étais vraiment en fait à la fin des années 90, t'étais encore toute petite. Bah ouais, je me souviens surtout, disons, du coup, de la fin des années 90 que des débuts, hein, on va être honnête. Ouais, mais après tu les as revécus par par les replays ou des choses comme ça peut-être. Oui, voilà. Et Mais disons que, oui, avec les films et séries, évidemment que je me suis intéressée à ce qui est sorti avant ma naissance, c'est un petit peu triste sinon. hmm. Si j'avais pu mettre une image, je vous aurais mis une image de quelque chose qui pour moi était vraiment symbolique des années 80, 80 et 90, celle qui a fait pour la transition, puisque pour tous ceux c'est le Club Dorothée. Est-ce que dans la salle, vous Oui. pouvez vous manifester si vous avez connu le Club Dorothée? Euh, Moi, quand j'étais petit, par exemple, il y avait Récréa 2, il y avait ah merci, il y avait Récréa 2, il y avait c'était présenté par Dorothée justement déjà, et en fait, je crois que le club Dorothée a commencé fin 80, en 87 si je dis pas de bêtises, et il s'est prolongé jusqu'en 97. Et pour moi, même si effectivement j'étais de moins en moins un gosse, c'était c'est une expérience qui était assez géniale parce que on a pu voir justement l'évolution des dessins animés, déjà parce que c'était pas rien, mais aussi une évolution de la présentation de ces mêmes dessins animés par les gens. Et par le club Dorothée justement qui a changé et qui devenait de plus en plus, je pense, hein, ça n'engage que moi, hein, abrutissant en fin de, en fin de carrière. Mais c'était pas inintéressant, je trouve, en fait. Le club d'eau pour démarrer les années 90, vous en avez pensé quoi, vous, qui l'avez vécu ou pas, d'ailleurs, de manière différente, Damien, Aurélia?
Du coup, tu parlais du Club Dorothée. Moi, je me rappelle dans mes petits souvenirs d'enfance que mes parents refusaient que je regarde parce qu'ils disaient que c'était un peu trop, un peu débile, quoi. Donc, j'avais pas le droit de regarder malheureusement le Club Dorothée. Ce que je regrette un peu parce que quand j'en parle avec plein d'amis, en fait, j'ai l'impression que c'est surtout mes amis qui avaient des grands frères ou des grandes sœurs qui ont connu. Et tous mes amis qui n'avaient pas de grands frères ou grandes sœurs n'ont pas forcément regardé ou du coup étaient comme moi. Et j'ai l'impression d'être passée à côté de quelques petits souvenirs, enfin, tu vois, quelques petits trucs assez sympas, quoi. Donc, pour le Club Dorothée, malheureusement, j'ai pas été, je suis passée un peu à côté, quoi. Alors moi Et moi le Club Dorothée ça a été vraiment toute mon enfance, toute ma petite enfance, avec notamment les dessins animés. Donc il y avait beaucoup évidemment de reprises de dessins animés japonais modifiés avec des VF pour l'adapter aux enfants, parce qu'il y avait quelques dessins animés violents. Je pense à Ken le Survivant, à Dragon Ball Z aussi un petit peu. Et exact. puis il y avait des petits dessins animés plus sympathiques comme Sailor Moon qui n'était pas extrêmement violent, mais et donc qui était principalement présenté par le Club Dorothée. D'ailleurs, c'est surtout sur TF1 qu'on avait ce genre de dessin animé japonais. Il y a eu aussi la 5 un peu avant, mais c'était vraiment sur TF1 et notamment dans le Club Dorothée. Et le Club Dorothée, c'était tout un univers. Donc là, aujourd'hui, on a le Marvel Cinematic Universe. Euh, à l'époque, on avait le Club Dorothée Televisual Universe. Et en gros, c'était le Jackie Show, c'était toutes les séries AB Productions et tout se mélangeait. On avait des invités qui étaient acteurs dans les séries AB Productions qui venaient dans le Club Dorothée. Donc on avait vraiment tout un univers et on pouvait pas y échapper. On était obligé, si on bouffait du Club Dorothée, de bouffer du AB Productions. Si on bouffait du AB Productions, on bouffait du Jackie Show. Et donc c'était très très bien pensé à ce niveau-là. Mais d'où le fait que je voulais commencer par là, parce que même ça a été même plus loin que ça. Je crois que Dorothée a joué dans un épisode, je sais plus si c'est d'une série japonaise, si je dis pas de De bêtises, Bioman. de Elle a joué Bioman, dans un ouais, épisode de exact. Bioman, ouais. Je peux Et retrouver la photo pendant que tu parles. ah, tu as carrément ça, mais c'est génial. Non, non, je me sers d'un moteur de recherche qui s'appelle Google. Sérieux? Ah Très merde, très pratique. Je te montrerai après je là. connais pas, mais je suis un peu vieux en fait. Il va falloir m'expliquer tout ça. Et, Pas du tout. et j'ai vu un marqué tout à l'heure un City Hunter avec un petit cœur et oui, oui, très très bonne série et après bon, bah, j'ai une Évidemment, ouais, City Hunter. tendresse particulière bien sûr pour les doublages malgré tout, même s'ils étaient un peu pourris, parce que ça changeait complètement le sens du truc, mais c'était formidable. Et en fait, les années 80 étaient réputées pour être fun en règle générale. Et c'est vrai que si on regarde bien le Club Dorothée dans les années 80, et qui était précédé par Récréa 2, s'adressait aux enfants de manière assez intelligente. Ça peut sembler con, mais je vous assure que c'est le cas. Il y avait pas mal de choses comme, je me rappelle dans l'époque de Récréa 2, Télétactica ou des choses comme ça, qui faisaient en sorte que les enfants puissent avoir une espèce d'interaction effectivement avec la télévision, qui puisse il y avait pas mal de choses qui étaient hyper intelligentes, même quand j'étais plus gosse, c'est pas forcément chez Dorothée d'ailleurs, comme Mes mains ont la parole, qui apprenait le langage des signes, etc. dans les années 80, et qu'on a perdu quand même, je trouve, énormément, quand même, pardon, excusez-moi, dans les années 90. Euh, et je dirais pas, je n'irais pas jusqu'à dire que c'était des années abrutissantes, mais on y vient quand même. Oui, on n'a pas attendu Netflix pour l'interaction avec la télé, c'est pas faux. Mais c'est vrai que c'était les années 90 pour moi, en ce qui me concerne, en tout cas dans ce qui était de... je sais pas ce qui t'arrive, Damien, de mon point Oui, de non, vue. non, en fait, c'est. Tu bugs, tu fais des espèces de Ouais, trucs étranges. on dirait que tu es C'est... en train de te faire attaquer dans Star Wars, quoi. Ah, c'est une attaque. Non, mais en fait, j'ai un laser. Je suis bloqué sur un laser. J'ai une Ah espèce de d'accord. laser pour vous montrer les trucs, et en fait, je ne sais pas comment j'ai lancé et je n'arrive pas à l'enlever. Si quelqu'un sait d'ailleurs, est-ce que tu sais, Alicia? Là, si elle est là. Et donc Pas grave, c'est formidable. pour Donc vas-y. continuer, voilà, juste pour dire qu'en fait, je trouve pour ma part qu'il y avait un côté abrutissant dans les années 90, c'est-à-dire en fait, même le club d'eau, c'est-à-dire les présentateurs sont restés les mêmes, mais il y avait un côté abrutissant. En même temps, on leur demandait un travail titanesque. Et je vois ensuite des émissions comme celle de Charlie et Lulu, qui étaient des émissions musicales sur lesquelles effectivement on s'adressait aussi à un public de pré ou de post-ado de manière complètement débilitante. Et oui, ça faisait mal, hein, Charlie et Lulu. On se demande tous ce qu'ils sont devenus d'ailleurs, non?
Ah bah ça je ne sais pas, je les Non, connais non, pas. j'ai regardé, j'ai regardé du coup. Alors Charlie a vécu aux États-Unis et aujourd'hui il présente une émission pour enfants sur la chaîne TV Pitchoun, je crois. Alors peut-être qu'il la présente plus aujourd'hui, mais en tout cas ça a été ça la suite. Et alors c'était Charlie ou Lulu, je sais plus, non, c'était Lulu, je crois. Et l'autre, j'ai aucune nouvelle, mis à part qu'ils ont fait une photo l'année dernière sur Instagram. Donc voilà, ils vont bien, pour ceux Bon qui bah s'inquiétaient. Me voilà c'est... rassurée. J'adore les commentaires, comme le feu ça brûle, etc. Très bien, wesh. Et donc voilà, pourquoi je parle de ça, parce qu'on n'est pas là encore dans le thème des séries ou des films, mais c'est pour montrer un petit peu l'état d'esprit. D'ailleurs, juste vite fait, je vais faire aussi, toujours dans l'état d'esprit des années 90, un espèce de grand écart encore une fois, mais cette fois-ci en parlant de la musique, juste pour situer un petit peu l'état d'esprit des années 90, qui s'est terminé avec les années 80 au niveau musical, avec tout ce qu'on a pu y connaître, et qui s'ouvrait avec la dance music, mais aussi avec le grunge, que ce soit Nirvana, qui a connu sa grosse période début 90, Mylène Farmer avec son très dépressif Désenchanté, qui a été un succès extraordinaire. Et à côté de ça, il y avait aussi les Spice Girls et tout un tas de boys band. C'est-à-dire, on oscillait entre la déprime et une espèce de fête. De fête assez dingue en fait quand même, que ce soit aussi bien pour les boys bands que pour la dance music. Je sais pas ce que vous en retenez d'ailleurs, Damien, Aurélia. Moi, les boys bands, ça a été une catastrophe, mais ce qui est marrant, c'est que c'était une catastrophe à l'époque et on le savait. C'est-à-dire que c'est pas devenu ridicule après les boys bands. Tout ce qui est Worlds Apart, To Be Free. D'ailleurs, To Be Free, ils ont eu une espèce de série dans le style AB Productions. Et je sais pas d'ailleurs si elle n'était pas produite par AB Productions. J'ai pas vérifié ça. C'est pas le genre de truc qui me passionne pour le coup. Mais non, non, ce qui est marrant avec les boys bands, c'est qu'on savait, même gamin, on savait qu'on vivait une période catastrophique à ce niveau-là. Et Ouais, et ça a pourtant pas changé. aujourd'hui encore les gens enfin, adorent quoi. Enfin, tu vois, genre, moi j'ai des potes bah, du coup qui ont une petite trentaine et plus qui sont très fiers d'arborer leurs t-shirts enfin, de boys band, que ce soit les Spice Girls ou autres. Enfin, je sais pas, il y a un côté finalement qui était peut-être kitsch et aujourd'hui qui revient grave à la mode et il faut le voir avec bah, quand les Spice Girls ont annoncé qu'elles vont faire une tournée. C'était juste la folie. Enfin, c'est-à-dire que Alors, les places sont parties ultra vite. La mode revient à mort avec les compensés, les deux couettes, les crop tops ultra colorés, mode acidulé. Donc il y a cette espèce de côté. Enfin, voilà. Je sais pas si c'est de la nostalgie ou si c'est juste devenu cool, mais en tout cas, il y a quelque chose, quoi. mais attention de ne pas confondre les Spice Girls avec les autres boys bands tout pourris. Là, il y en Ouais, avait plein qui enfin, fleurissaient partout. Les Spice bien Girls, sûr, c'était mais quand même. même un Qui, autre qui, niveau. qui est-ce qui se rappelle des L5 dans le public Ah oui, Ah, je vois que Mais là-bas. alors, moi, les L5, je les entends encore à plein de soirées de mes potes, ça passe tout le temps, quoi. ouais, mais c'est le côté, vous savez, c'est le côté kitsch, ringard, cool en fait aujourd'hui. C'est pour ça qu'on arbore aujourd'hui par exemple des vestes qui sont devenues kitsch, des vestes très années 90 qui sont devenues kitsch et qui reviennent à la mode comme ça. On récupère le meilleur d'une Ah période, oui. quoi. Les Backstreet Boys n'ont jamais été limite autant à la mode que ces 3 dernières années, quoi. C'est vrai, C'est fou. c'est vrai. C'est pas faux, ouais, c'est vrai. Non, mais on va pas se mentir, il y avait quelques bonnes musiques quand même des Backstreet Boys. Ah non, 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 mais bien sûr, mais il y en avait. Mais Tout ce qui est dans cet amphithéâtre, tout ce que je dis dans cet amphithéâtre reste dans cet amphithéâtre, bien sûr, hein. N'allez pas Voilà, mettre sur et donc internet. tu vas nous chanter un petit bout de Backstreet's Back, pardon. Et voilà, en tout cas, donc cette espèce d'état d'esprit assez intéressant qui oscillait entre une espèce de petit coup de mou quand même, donc comme je disais, provoqué enfin provoqué, qui a été surtout montré, on va dire, à travers le grunge, à travers les chansons un peu plus dépressives et l'envie de faire la fête pour les autres, c'est-à-dire une espèce d'envie de prolongation peut-être du fun des années 80, et on se dirige ensuite vers les années 2000 qui sont les années télépoubelle avec l'apparition de Love the Story, toute première émission de télé-réalité. Et donc ces années 90, c'est ce qu'il y a entre les deux, finalement. Ouais. Et
Qu'est-ce qui, pour vous, par exemple, Damien, Aurélia, vous semble être le plus emblématique dans les séries ou dans les films des années 90? Ou même vous, d'ailleurs, dans le public, si vous voulez le... Quelle est pour vous, dans les films et séries, la chose que vous retenez des années 90 en priorité? Moi, c'est Scream. Parce que, ouais, Vraiment, cette année, enfin, ces années slasher, je suis une grande, grande fan de slasher, mais je crois que je les aime encore plus quand ils viennent des années 90. Là, toi, tu Jurassic. parles de Jurassic Park, je suis Ouais, carrément d'accord. Hein, Jurassic Park, bien sûr, très, ouais. très grande fan, obsédée par les dinosaures, aucun problème là-dessus. Mais La euh, série Buffy, un bah chef-d'œuvre oui, aussi. Buffy. Enfin, après, évidemment, Friends et Buffy, je suis obligée de les citer, mais en tout cas, quand on parle de la première chose qui me vient en tête quand on parle des années 90, j'ai un côté grande fan de slasher et du coup Scream. Ah ouais, ouais, ouais. Mais Jurassic Park apparemment revient souvent. Les Contes de la Crypte, ouais, c'est rigolo. D'ailleurs, c'était plus fin Alors, 80, non, je crois. Je sais pas, je veux pas dire de conneries. les contes de la crypte, non, je crois que ça a dépassé sur les années 90. Ou alors c'était Ouais, même que les années 90, je crois. ah, C'était peut-être. vraiment ouais, un peu au milieu. Non, je vois dans le chat, là, on parle de Parker Lewis. Moi, Ça va Parker faire Lewis plaisir. aussi. Alors ça, c'est sorti en 90 et ça s'est terminé en 93. Et Parker Lewis, c'est une série que vous pouvez encore regarder aujourd'hui parce qu'elle était tellement kitsch et exagérée à sa sortie, en fait, qu'aujourd'hui, elle passe encore. Elle est complètement exagérée, elle est cartoonesque cette série. Et c'est un plaisir à regarder encore aujourd'hui. J'aimerais bien qu'ils sortent une version HD. Je suis pas sûr qu'ils l'aient fait. Ils ont sorti une version en DVD, mais Ouais, je ne crois pas qu'elle existe en HD, non. non, non, elle n'existe pas en HD, je crois. J'étais complètement fan des Mademoiselle Musso. Ah, mais elle est incroyable. Et même les chemises de Parker Lewis. Alors ça, je veux dire, aujourd'hui, c'est impossible à porter, mais c'est tellement années 90. C'est-à-dire que c'est trop coloré, c'est trop large. C'est trop les années 90. Et donc, du coup, ça ne marchait pas déjà à l'époque. C'était too much déjà à l'époque. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, une série comme Parker Lewis, vous pouvez encore la regarder en vous disant, ah, c'est marrant, c'est comme un Tex Avery. Alors qu'une série comme Dawson, qui était plus sérieuse, que moi je regardais, bon, qui a commencé en 98, je crois, Dawson, qui était plus sérieuse. Aujourd'hui, les vêtements commencent à vieillir un peu quand vous les regardez. Quand vous regardez aujourd'hui, ils ont des chemises un peu trop Dans, grandes. dans Friends aussi, hein, tu sais, Dans Friends aussi, ouais, on le le voit début de surtout Friends. sur, je trouve les looks des filles, vu que la mode 90s revient bien, les looks des filles sont aujourd'hui copiés et de très près, on le sait parce que sur Seriously, on fait beaucoup d'articles sur les looks de Rachel, Monica et Phoebe et ça cartonne parce que finalement les gens veulent s'habiller comme elles. Par contre, les garçons, effectivement, Chandler, notamment Chandler et Joey, c'était les adeptes des chemises extra larges et pantalons trop grands et c'est pas une mode, elle, qui est forcément revenue au goût du jour, quoi. Et tu trouves pas que, en fait, justement, la mode qu'on trouve dans les séries de ces années-là découle vraiment, justement, des années 80? Enfin, alors, je sais bien que forcément, parce que c'est ce qui suit, mais est-ce que... oui, il y a Xena, je vois aussi, je vais en parler de Xena et de Hercule aussi, qui sont de très très bonnes séries. J'ai vu qu'il y avait Hercule qui avait Ah, c'est été dommage. mentionné tout à l'heure. J'ai pas préparé les photos pour cette série-là. Ah ouais? C'est dommage, je ne vois pas ce que tu mets depuis tout à l'heure, c'est Non, non, dommage. non, en fait, je ne mets rien parce qu'on est Tu ne mets tous rien, d'accord. passionnés par ce dont on parle, mais c'est vrai que j'avais une jolie photo de Parker Lewis qui est en train de charger. Vous voyez, les chemises de Parker Lewis, c'est pas possible. Les Pas- minicums, alors ça par exemple, tu vois, sur ce coup-là, j'étais trop grand, moi, pour les minicums. Ah, moi, j'étais Oui, complètement minicum, par contre. Ouais. ouais, les minicums, c'était vraiment super. Et Ouais. c'est ce que tu disais dans le fait de désincarner la présentation des dessins animés. Bah, je trouve que les minicums, et juste après, ou à peu près en même temps, je crois, non, juste après, c'est Deka TV, donc présenté par une marionnette, enfin un personnage en image synthèse, donc Donkey Kong et Diddy Kong. Ça c'était impressionnant pour l'époque déjà, et c'était pas encore désincarné parce qu'on avait malgré tout des présentateurs humains qui donnaient leur voix à quelqu'un d'autre, quoi, à des Ouais. marionnettes ou à des personnages Oh bah digitaux. comme ça pouvait l'être un petit peu du temps de l'île aux enfants ou de choses comme ça en fait, Oui, voilà. oui, tout à fait, ouais. Donc Oui. Mais je... les minicums en fait avaient une particularité au même titre que Dorothée, c'est que le dessin animé n'était pas le seul divertissement. Les présentateurs étaient aussi divertissants. et Ce qu'on n'a plus d'ailleurs aujourd'hui. c'est les dernières années voilà où il y a eu Ouais. ça aussi, voilà. Oui, Gargoyles, c'est ça? C'est de ce dessin animé-là dont on parle? J'aimais beaucoup Gargoyles, voilà. Je tenais à le dire. C'était très cool. Et c'est vrai que oui, c'était les dernières années où il y a eu des présentateurs, même d'ailleurs, si, alors que ce soit un peu con ou que ça le soit pas, même Charlie et Lulu, je veux dire, ça reste les dernières années d'ailleurs où il y a eu, où il y a eu en fait finalement une vraie
une vraie présentation entre les gens. Bon, il reste encore Michel Drucker à la télé, mais je crois qu'il restera toute sa vie. Mais je veux dire, les émissions où tu reçois des chanteurs, des choses comme ça, etc., il y en a quasiment plus. Et, euh, et c'est un peu dommage, en fait. Il y en a très très peu. Ça se perd, c'est Mais dommage. je crois avant de revenir à notre sujet, aujourd'hui, les gens, enfin aujourd'hui en particulier, et notamment depuis quelques années, depuis la création de YouTube, les gens vont chercher eux-mêmes leurs tubes. Aujourd'hui, bon, finalement, il n'y a plus de présentateurs, mais c'est Spotify ou Deezer qui vont nous mettre en avant les tubes du moment et on va aller rechercher des petits chanteurs, des petites chanteuses inconnues. On va tomber sur des choses en traînant sur Internet. Aujourd'hui, on va chercher beaucoup plus son information. Charlie et Lulu, aussi sympa soit-il, nous amenaient l'information qu'ils avaient envie de nous amener, quoi. Donc, du coup, ils nous amenaient les tubes qu'ils avaient envie de nous amener. C'est vrai. C'est bien quelque part, mais aujourd'hui, la jeunesse et nous aussi vont rechercher eux-mêmes la musique qu'ils ont envie d'écouter, quoi. On peut parler aussi du fait que dans les années 80, il y avait c'est, beaucoup de nudité à l'écran d'ailleurs, que ce soit aussi bien dans les émissions que dans certaines séries d'ailleurs, et même dans des films, qui se sont beaucoup calmés dans les années 90, mais qui ont Alors, je laissé n'ai place à des pas, Lolitas. ouais, je n'ai pas préparé de photos de nudité. Par contre, Ah je ben suis voilà, désolé. voilà. Moi, tu vois, Ça, si c'est bien j'avais dommage. si Désolé. j'avais pu, et qui ont laissé place à des Lolitas, je pense entre autres à Britney Spears et Ouais. consorts, qui justement, là où une Madonna se faisait du stop à poil complètement, tout le monde a l'air sur un bord de route du clip Erotica, elle était déjà has-been enfin, elle n'avait plus le même impact par rapport à une trop jeune fille qui arrivait en mini-jupe et qui se trimoussait en faisant des baby allant des poses un peu lascives. Et du coup, on a créé ouais, vraiment une espèce de syndrome de la Lolita. On a rhabillé les gens, mais pour les mieux les déshabiller, je trouve, en Oui, fait. mieux les sexualiser. Exactement, C'était beaucoup plus exactement. malsain. Et Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les séries, je trouve, vraiment par contre, des années 90 aussi. mais ça a Euh, commencé dans les années 90, ça, parce que il faut pas confondre la nudité de Madonna, qui était une sorte de pavé dans la mare et de représentation artistique finalement. Enfin, elle arrivait, elle disait moi je suis Madonna, je me fous toute nue si j'ai envie. Mais dans les années 90, par contre, on avait les pubs de yaourt avec des femmes toutes nues. Et là, il y avait un problème en fait dans cette exploitation de la nudité. C'était plus la libération de la femme, c'était complètement une exploitation du corps. Bon, ça ouais, a mais toujours existé, mais c'était ça, tu vois, je la voisine plus pour les années 80 que dans les années 90. Dans les années ah, moi je 90, me je trouvais rappelle qu'on avait commencé. gamin, j'avais les pubs comme ça de yaourt avec une femme nue qui courait dans les champs, quoi. Ouais, ah ouais, peut-être, ouais, je sais pas. Mais par contre, je trouve que dans les années 90, effectivement, on a beaucoup sexualisé les gens, et je trouve que ça se ressent aussi dans les séries, justement, Bien, entre autres les séries AB Productions, d'ailleurs, où je trouve que. justement, je prépare une série où on a pas mal essayé de faire, de surfer sur la vague Buffy tout en sexualisant les gens. C'est Charmed. Ah bah voilà, ouais, alors là. L'utilisation d'Alyssa Milano dans Charmed était scandaleuse. Je veux dire, on a surfé sur la vague des séries fantastiques, comme Roswell a pu le faire pour Buffy, mais Roswell l'a un peu mieux fait. Je veux dire, Roswell cherchait vraiment à créer une nouvelle série de science-fiction pour jeunes. Bon, ils se sont loupés, mais alors Charmed, bah, cela Bah, dit, Charmed ça a fonctionné. Mais disons que Charmed, c'est un peu paradoxal, parce que d'un côté, il y a ce côté très cool, parce que bah, c'est une série sur des meufs. Voilà. Déjà, tu as 3 femmes qui sont au centre de la série. Elles sont ultra badass, elles bottent des culs à des démons, etc. Et c'est super. Mais effectivement, je me rends compte, surtout quand j'en parle à des potes hommes, la plupart me disent ah oui, je regardais Charmed, mais en fait, la seule personne qu'ils ont retenue, c'est Alyssa Milano. Et effectivement, Alyssa Milano était ultra sexualisée dans la série. Et quelque part, ce côté-là est un peu, on va dire, c'est un petit peu dommage, parce que il y avait un sujet plus intéressant à exploiter avec Charmed. Je ne suis pas une grande fan de Charmed, parce que je suis vraiment plutôt team Buffy pour info, parce que je trouve que la série est vraiment bien réussie. Charmed n'était pas très bonne hein, comme série. Voilà, Charmed, c'était Personnel, quand ouais. même. Non, non, c'était. C'est quand même pas foufou, quoi. Et voilà, bon, après c'est mon avis, mais en tout cas, j'étais vraiment pas fan de Charm, mais effectivement, t'avais une ultra sexualisation de Phoebe, puis quand ils ont recruté Rose McGowan, exactement la même chose, hein, ils ont Ah recruté ouais, complètement, ouais. bombe atomique pour remplacer Prue, et je trouvais ça un peu dommage, parce que
on avait quand même une série où à la base, c'était 3 femmes extrêmement fortes qui portaient le show, qui bottaient des culs à des démons. Et je pense que ils auraient peut-être pu l'exploiter un petit peu plus à la Buffy, qui était beaucoup moins sexuelle. Après Buffy, une série. Buffy n'était pas si moins sexuel que ça, hein, quand même. Hein. Ouais, Parce mais Non, que... Buffy, là où c'est intéressant, c'est que vraiment tout est une métaphore sur. En gros, tous les démons représentent les problèmes que rencontrent les ados. Et du coup, tout est légitime en fait. C'est-à-dire que c'est certes beaucoup plus sexuel, mais en fait, tu te rends compte que on te parle en tant que lycéenne ou fin de collège, lycéenne et début de fac, surtout à tout ce que tu peux rencontrer, notamment en tant que jeune femme, par rapport à tous ces hommes. Et on s'en rend compte avec les épisodes, avec l'équipe de natation et toutes ces espèces de boys club ultra malsains, mais qui sont représentés par des démons. Ou même la relation Angel-Buffy, qui est extrêmement toxique au départ, parce que voilà, ils couchent ensemble et le mec devient horrible et d'un seul coup, voilà, c'est le monstre, quoi. Et tout ça représente vraiment les problèmes d'ado. Et du coup, le sexe dans la série a toujours un message derrière qui est très intéressant, je trouve. oui, il y a un double texte qu'on retrouve moins dans Charmed. Voilà. Oui, c'est vrai, peut-être. Après, je trouve que quand même les tenues portées par les actrices dans Buffy sont souvent légèrement, enfin plus que légèrement provocantes et voire un peu olé olé, voire même quand tu sais Mais qu'elles sont très jeunes au début de la série, qu'elles sortent en boîte comme ça, tu vois, dans un alors endroit c'est un pas peu J'ai directement. grandi à Paris, donc moi, ça me choque pas. Je suis Mais d'Angoulême, moi. peut-être oui. Non, alors c'est pas directement le sujet, mais je voulais faire un point sur ce qu'on disait tout à l'heure avec les 3 femmes fortes dans Charmed. Moi, je trouve que si on compare Charmed à Buffy, dans Charmed, il y a quand même des personnages d'hommes qui sont toujours là pour sauver la situation qui est impossible à sauver. Quand quelqu'un se blesse mortellement, il y a Léo, l'être de lumière, qui arrive et qui sait soigner les blessures. Il y a Andy, le petit ami flic de Prue, bon, avant de mourir, qui l'aide, qui est toujours là pour tirer sur les méchants, qui finit par apprendre que c'est une sorcière et qu'elle se bat contre des démons. Il y a toujours des hommes qui ont une place, qui arrivent pour sauver les femmes en détresse à un moment donné, même si elles se démerdent toutes seules. Dans Buffy, on a quand même une vraie femme forte qui se débrouille toute seule et qui décide de son destin et qui s'en sort toute seule. À peu de choses près, c'est quand même ça. Donc, Clairement, quand si on elle devait voit une compter sur femme, Giles pour s'en sortir, elle serait morte depuis oui, l'épisode, quoi. exactement. Quand on voit une femme dans Buffy, qui s'habille, ou plutôt une ado qui s'habille comme elle a envie de s'habiller, euh, c'est, je dirais, plus par rapport à Charmed, je ressens la volonté de Buffy de s'habiller comme elle a envie, alors que dans Charmed, je ressens la volonté de Aaron Spelling, le réalisateur, d'habiller les femmes comme il a envie. Et c'était ça qui m'embêtait plus, en fait. Eh Bon, ben, sujet clos, hein, mais... non, non, justement, ça peut être une très bonne transition pour parler d'un autre genre de sex appeal des années 90, celui excusez-moi, j'ai honte, j'ai un trou de mémoire, Scully dans X-Files. Puisque, mais l'air de rien, elle a fait beaucoup, beaucoup couler d'encre, alors qu'elle n'était pas du tout sexy. Au contraire, en fait, en général, elle était même Non, plutôt, et vraiment plutôt. la voix de la raison de la série. Donc, effectivement, elle était plutôt à l'inverse. C'était plus Mulder qui était le quota sexy pour moi de la série, quoi. Et elle était toujours habillée dans des espèces de manteaux très longs, etc., etc. Et elle était en plus un peu du style à tirer la gueule quasi tout le temps. Et malgré ça, en fait, c'est devenu une sorte de sex symbole, mais plus plus. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir à quel point justement ça pouvait, c'était pas forcément dans les vêtements ou dans l'attitude qu'on pouvait dégager quelque chose de sexy. Et Gillian Anderson a ramené ça aussi. Du coup, on peut peut-être parler un petit peu de la série X-Files. Vous qui êtes pro-série, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur X-Files? Alors, moi, je dois avouer que je suis une très, 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 très grande fan d'X-Files parce que c'est peut-être la première série que j'ai regardée avec mon père qui était un grand fan et du coup, j'étais beaucoup trop jeune, mais vu que lui, il voulait regarder, il me disait soit c'est ça, soit tu vas te coucher. Donc, je regardais. Et j'aime énormément cette série et elle me tient à cœur pour énormément de raisons. Je trouve que le sujet est absolument génial et justement, comme tu disais, c'est une des rares séries de l'époque en tout cas qui ne hypersexualisait pas quelqu'un. On était vraiment on était entre les Loners et la mythologie X-Files et je sais pas, c'est vraiment pour moi une excellente série ça et Twin Peaks pour rester dans l'époque, ce sont deux très très bonnes séries. Mais c'est vrai que moi je l'ai découvert très très jeune X-Files pour être honnête. Je me rappelle à l'époque un épisode où on voit Mulder mourir, spoiler alert, il ne meurt pas. Il meurt au moins 3 fois dans la série, il revient toujours.
mais j'ai un souvenir de voir Mulder mourir dans la série et partir en courant dans mes escaliers et me mettre à pleurer. Et mon père est venu me voir en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Et moi j'étais persuadée que l'acteur était mort en fait. Genre ça y est, on a plus besoin de toi, on te shoot. C'est dire à quel point j'étais quand même jeune quand on regardait. Et c'est là où il m'a expliqué que non, c'était faux et que c'était juste pour le cinéma. Et c'est à partir de là que j'ai compris qu'effectivement, c'était des acteurs. Et donc, on n'était pas en train de suivre la folle aventure de deux personnes vieilles qui cherchaient réellement des E.T., là, des aliens. Et voilà, donc j'ai des souvenirs très jeunes d'X-Files. Je me suis refait l'intégrale il n'y a pas si longtemps. Mais voilà. Et excellente série à l'époque et toujours d'ailleurs actuellement pour ceux qui auraient envie de la découvrir ou de la redécouvrir. C'est une série incroyable et c'est une série surtout qui s'est posée à un moment où le cinéma était vraiment en peine au niveau de tout ce qui était SF, de tout ce qui était horreur, etc. Il y avait un grand trou à ce moment-là, dans cette période-là du cinéma. Les revues spécialisées étaient vraiment sur tout ce qui était, je parle de cinéma bien sûr fantastique, etc., hein, cinéma de genre. Les revues étaient de plus en plus pauvres au niveau des articles parce que vraiment il n'y avait pas grand-chose. Et avant que Scream ne relance vraiment la, voilà, le plaisir de retrouver l'horreur au cinéma, X-Files a vraiment pris les devants. C'est la première fois qu'on voyait autant une série sur les couvertures de mag à l'époque, etc., etc. Et elle a montré surtout, je crois, que c'est la première fois qu'une série montrait qu'ils étaient capables de faire aussi bien dans certains épisodes comme celui des Vers qui a été cité tout à l'heure, et plein d'autres. Effectivement, là, oui, l'épisode de la consanguinité. Il y a vraiment des épisodes qui étaient incroyables et qui montraient en un épisode qu'on pouvait faire aussi bien qu'au cinéma, à la télé. Et ça, je crois qu'avant ça, il n'y avait pas vraiment cette qualité-là. Enfin, arrêtez-moi si je me trompe. Bah, c'est Parce... surtout la mythologie autour qui est vraiment hyper intéressante, quoi. C'est-à-dire que le mythe de l'homme à la cigarette, on le connaît. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'on a parlé pendant des années et des années. Et c'est Mais même la qualité, tu trouves pas que la qualité était honnêtement au niveau à qualitatif part de... peut-être le générique. Ah Quand ouais, je le revois parfois, je suis genre bon, mais d'ailleurs, Non, le générique il est sublime, attends. oui, il est génial, mais c'est vrai que quand tu le C'est comme revois Twin Peaks. aujourd'hui, non, tu peux tu- pas comparer au générique de Twin Peaks par contre. Non, mais je veux dire, il a un aspect un peu kitsch Ah ouais. qui est extra, quoi, qui te met dans une ambiance particulière. Mm. Oui, la quatrième dimension, je vois qu'elle a été citée effectivement, mais c'était beaucoup plus tôt, et puis il y a eu un revival dans les années 80, mais c'était Alors, il y avant a X-Files. Au-delà du réel plutôt dans les années 90. Et Ouais, d'ailleurs, je te coupe, excuse-moi, mais non, non, d'ailleurs, X-Files avait été nommé en France X-Files aux frontières du réel. Donc moi, exactement, je ouais. ne Ouais. comprenais rien quand j'étais gamin. Je pigeais pas On n'avait pas Internet à l'époque, je pigeais pas le rapport entre au-delà du réel, aux frontières du réel. En fait, c'est juste un titre français. Oui, c'était juste pour arriver à le vendre auprès de gens qui connaissaient déjà au-delà du réel, justement, en fait. Je pense. C'est aussi con que ça, je crois. Bon, Mais je sais qu'un titre anglais slash américain, voilà, c'est déjà difficile de le vendre aujourd'hui en France, donc dans les années 90, c'est ouais, encore autre chose, quoi. ça devait être encore plus dur. Mais je trouve qu'effectivement, je crois que c'est dans ces années-là, et surtout avec des séries comme X-Files, Buffy aussi d'ailleurs, qu'on a pu voir, même si bon, Buffy, il y a des épisodes que je trouve un peu cons, voire pas forcément très très bien. Et puis Twin Peaks, oui, c'est ça, Twin Peaks. Euh, de voir que en fait certaines séries pouvaient être aussi qualitatives que des films et ça j'ai trouvé ça assez génial. Je crois que c'est vraiment dans les années 90 par contre que ça a commencé. Avant ça Oui, n'existait pas, oui. je pense pas. C'est David Lynch vraiment avec Twin Peaks qui a ouvert la porte, je trouve, dès 1990 à ce côté. C'est pas parce qu'on est à la télé qu'on ne peut pas faire de la qualité cinéma. Alors bien sûr, les budgets étaient moindres et tout, et puis on était en 4 tiers, contrairement au cinéma qui, en fonction de ce qu'on décide, est soit en 16/9, soit en format cinémascope, etc. Mais c'est là que les productions télé ont commencé à gagner un peu en budget. Pas toutes évidemment, hein. On a quelques bons exemples de productions un peu limite dans les années 90 aussi. Et à ce niveau-là, oui, on a eu des productions un petit peu plus qualitatives, même au niveau effets spéciaux.
pas Oui, seulement au niveau de ouais. l'image. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de sex appeal éventuel de Dana Scully. Dana Scully rappelle énormément d'ailleurs dans X-Files le personnage joué par Clarice Starling dans Le Silence des Agneaux, Tout à par fait, son ouais. attitude, par sa façon de se vêtir aussi, et par même par ses expressions ouais, au niveau du faciès. Et je trouvais ça assez intéressant parce que justement c'est le Silence des agneaux par exemple qui est de 91 je crois, je sais pas. J'ai pas mes Je notes crois que sous le c'est nez. 91, ouais. A aussi donc les années 90 a été une espèce de chef-d'œuvre cinématographique. Avant ça, c'était un très très bon livre. D'ailleurs, si vous l'avez pas lu, je sais pas si certains l'ont lu ici et pas vu. Le livre est vraiment vraiment génial, hein. Je le conseille mille fois, même si le film est parfait. Euh, et quels sont les films d'ailleurs pour vous qui vous ont vraiment marqué dans les années 90, dans la salle également, film, hein, cette fois-ci, pas les séries. Aurélia, Beaucoup de Jurassic Park tout à l'heure. ouais, Pour le coup, complètement d'accord, puisque moi, mon obsession des dinosaures quand j'étais gamine est venue vraiment de Jurassic Park quand je le voyais petite. Enfin, je me rappelle d'être terrorisée quand on entendait les bruits de pas du T-Rex qui approchait. Enfin, c'était Oui, évidemment, ouais. incroyable, quoi. Enfin, c'est vraiment la façon dont c'est filmé est hyper intéressante. C'est juste génial et on a toujours tous ce réflexe, je pense, toutes les personnes qui ont découvert Jurassic Park, quel que soit l'âge, de se dire il ne peut pas nous voir, mais il peut nous entendre. Donc, rester calme. Et c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui, m'habite encore. Et voilà. Donc, ça, c'est clair et net que c'est ultra important pour moi. Et j'en parlais un peu tout à l'heure, les Scream aussi, parce que vraiment, j'adore les slashers. Et voilà, ça fait un peu psychopathe de le répéter aussi souvent. Mais en tout cas, c'est pour moi c'est vraiment comment ça a été le lancement des films qui mêlaient l'horreur au thriller et en même temps un peu d'humour et j'ai trouvé ça tellement cool et voilà, Scream aujourd'hui encore, bah il y a un nouveau Scream qui va sortir prochainement, hein, donc c'est dire à quel point ça ne s'arrête absolument jamais. Mais je suis contente parce c'est que sûr là pour le ouais prochain ouais ouais Scream. parce que bah en tout cas Neve Campbell a dit qu'elle était complètement OP et il y a apparemment même d'autres stars de séries qui sont en train d'être recrutées en ce moment pour ça et oui c'est très clairement à partir du moment où Neve Campbell a dit oui Alors c'est dans l'esprit des Scream aussi et dans pas mal de films de slasher des années 90, c'est de récupérer des acteurs de série ouais. ou des Et je trouve ça acteurs et cool. ou des acteurs inconnus. Ça a commencé Et avec on les années avait 90, absolument, ouais. Ouais. ouais, on avait et puis il y a eu après Tarantino l'a fait de son côté aussi un petit peu de récupérer comme ça des acteurs un peu camoulox dans ses films. Mais c'est vraiment dans les slashers et notamment dans Scream qu'on a commencé à voir ça avec Neve Campbell. Ouais. Et Jennifer Love Hewitt, j'allais dire Freddie Prinze Jr., mais lui, il a pas commencé, je crois, dans une série. C'est surtout que c'était un acteur assez peu connu finalement avant, Ouais, c'était le mec du avant frère de Souviens-toi série, l'été quoi. dernier. Beaucoup Mais, connus comme ça, sont connus comme ça. mais sinon, non, moi, les films des années 90, il vaut mieux pas que je commence à en parler parce que sinon, je vais faire une liste énorme, mais ça part de Ghost, ça va sur des films du genre Pretty Woman Jumanji, aussi ouais. à l'époque. Jumanji Ensuite, aussi, ouais. voilà, Jumanji, Titanic, Vu que Matrix le évidemment. cinquième élément a été cité tout à l'heure, le cinquième élément est très 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 bon aussi, je trouve. Carrément. Carrément. Et ce qui est marrant avec le cinquième élément, c'est qu'il a tous les mauvais poncifs de Luc Besson, c'est-à-dire les phrases choc et tout. Mais par contre, il a un très bon montage. Et d'ailleurs, c'est le seul film pour lequel Luc Besson a eu le César du réalisateur. Ouais. Et le cinquième élément, à l'époque, était fascinant parce que ces effets spéciaux étaient faits par la boîte Digital Domain, donc dirigée à l'époque, je crois, par James Cameron. Je ne sais pas s'il la possède encore ou en tout cas elle a été montée par James Cameron. Et cette partie est très intéressante parce que moi quand j'étais gamin je pensais, vu que Jurassic Park était sorti, qu'on avait des images synthèse partout maintenant. Et c'est complètement faux, le cinquième élément a une partie en image synthèse, certaines choses, mais la plupart des effets spéciaux sont faits avec des maquettes. Et quand vous regardez un making-of aujourd'hui du cinquième élément, vous êtes impressionné. En fait, il y a énormément de films des années 90 qui est quand même le cinéma où les effets spéciaux numériques ont commencé à apparaître. Ce qui n'est Il pas y a toujours très énormément de bon films qui d'ailleurs, sont. ça a fait Oui, mal tout à à fait, Alien 3 par exemple. mais bah oui, oui. Ouais. Alors Alien 3 a très peu d'effets spéciaux numériques en fin de compte. On a l'impression, mais en fait Ouais, mais les c'est des inserts étaient pas maquettes. bons aussi. Ah oui, non, les inserts étaient pas bons. Il y a un effet spécial numérique sur le crâne de l'alien qui se craquelle à la fin.
Ouais, Là, ça c'est se voit. de l'image Ça se voit. synthèse. Ouais. Et le reste, c'est de l'intégration Raté. un peu par ordinateur de l'alien raté, oui. Mais sinon, voilà, on a eu comme ça, la plupart du temps, des effets spéciaux pratiques, en fait, et un peu de numérique. Et on est en train de revenir à ça aujourd'hui, finalement. Et c'est pour ça que Oui, le et cinquième tant élément est un mieux, film c'est qui vrai, a bien ça par vieilli, en contre c'est fait. pas mal. Ouais, 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 c'est vrai, ça je suis assez d'accord. Dans son aspect, en tout cas. Je rappelle aussi qu'en France, il y a eu aussi des chefs-d'œuvre dans les années La Cité de 90. la Peur. Et bon, tu me l'ôtes de la bouche, méchante. J'allais en C'était. parler aussi parce que ça me démangeait. Mais évidemment. Salut, Martine. Salut, CQ. On avait, Et, le- on avait absolument pas prévu de photo de la Cité de la Peur aussi, ouais. Ça, j'avais pas. Alors ça, par contre, c'est inexcusable. Moi, j'en avais une au pire, mais je ne peux pas la mettre, donc c'est ballot. Mais la Cité de la Peur était incroyable. Je veux dire, aujourd'hui encore, elle est citée par la plupart de mes amis et Pour tout le monde, c'est fou. Enfin, il y a eu quand même une pétition qui a réuni quasiment 100 000 personnes l'année dernière pour que Alain Chabat et Gérard Darmon dansent la karaoke à Cannes, quoi. Donc, mais c'est c'est un truc de dingue. C'est un truc et de ils l'ont dingue. fait et ça fait plaisir. J'avoue, même s'il y avait quelques petits ratés, c'était Ouais, assez mais on les extraordinaire. aime, on pardonne tout à Alain Chabat. Mais complètement, mais complètement. Mais c'est dire, en fait, eux par contre vraiment ont marqué les années 90, je trouve, des manières positives, tu vois, parce que c'est vrai qu'en Ouais. général j'ai l'air d'être un vieux con qui se dit, oh les années 90, ça commençait à appeler du cul. Mais j'avoue, tu vois, il y a des trucs dans les années 90 que j'adore, dont les nuls, effectivement, qui, même s'ils ont débarqué un peu dans les années 80, donc, ce film était incroyable, ce film était juste Ah oui, non, c'est magique. clair. Et Le Burger Quiz aussi, qui avait commencé à peu près à ces dates-là, et exactement, mais oui. aujourd'hui est revenu au goût du jour et qui est juste bah, la seule raison pour laquelle je paye ma redevance télé, hein, la seule raison pour laquelle j'ai la télévision, c'est pour le Burger Quiz et je trouve juste que c'est incroyable. Et cet humour-là n'a juste pas vieilli, c'est ça qui est fou, c'est cette espèce d'absurde. On est entre le c'est très moyen, mais en même temps, ça nous fait vachement rire. C'est de l'humour extrêmement français. Je pense que beaucoup de personnes ont du mal à le comprendre en dehors de nous, français, mais ça ne vieillit pas et on aime toujours autant. Justement, est-ce que ce soit dans le public ou vous deux, avez d'autres exemples de choses, bon, hormis les trucs AB Productions, parce que là ça va pleuvoir les trucs AB Productions autrement, français dans les années 90 qui aient pu marquer les esprits? Ah bah, du coup, moi, à Les part trois Alain frères. Chabat, j'ai plus de mal à trouver parce que c'est vrai que c'est un peu mon idole ultime. Je Il peux y a quand même les comprendre. trois frères. Les trois frères avaient cartonné. Oui, c'est vrai. Après, on aime ou on n'aime pas, mais le premier et les trois frères étaient plutôt marrants et avaient vraiment cartonné. C'est vrai. C'est les comédies des années 90 dont on se rappelle. Oui, J'avoue que c'est vrai. j'étais passé un peu à côté. Exactement, Jean-Pierre Jeunet dans les années 90, c'était monstrueux. Oui, alors. Il y Monstrueux avait en le bien dîner de ou con aussi, non? en bien ou en mal? Parce qu'il y Ah avait oui, le dîner de con, oui. Ouais, le dîner de Oui, con. Aurélia, ouais. Le dîner de con. Il y avait Jeunet et ah bon, d'accord, bien évidemment, parce qu'il y avait Jeunet et Caro qui avaient fait des trucs incroyables, effectivement. Je pense à la Cité des Enfants Perdus, Délicatessen et Alien Résurrection. Oui, j'adore Alien Résurrection. Pour le coup, Et c'était que Jeunet, ouais, sur Caro Alien. avait participé un tout petit peu Ouais, au sur début, quelques sur conseils, voilà. Mais quelques concepts aussi, je et crois. puis après, il y a eu Amélie Poulain. Je crois qu'Amélie Poulain, je sais pas si c'est 2000 Ah, c'était ou pas début 2000? Je sais pas. Dans ma tête, Alors, c'était je début 2000. crois qu'Amélie Poulain, c'est 99. Ah, ok. voilà, Parce mais que, ouais. savoir que Ouais. je déteste Amélie Poulain, donc là je vous laisse en parler. Moi j'ai pas Pas aimé. du tout, pas du tout. C'est 2001, désolé. Ah Ah oui, pour bon, moi, bah c'était Persuadé de voilà. l'avoir vraiment, vu ouais, c'était vraiment Oh, jeune. début c'est 2000. dommage, c'est hors sujet. Mais par contre, les années 80, les années Dommage 90 parce que avec t'avais Shani. Damien qui aurait pu se lancer sur le sujet. Non, 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 juste, je fais une parenthèse qui est très drôle. Je me rappelle de la Mais bande-annonce oui, d'Amélie Poulain. La bande-annonce d'Amélie Poulain, donc présentée, donc vers la fin, il y avait donc c'était la voix de André Dussolier qui disait par le réalisateur de La Cité des Enfants Perdus et de Alien la Résurrection. Et là tu putain, mais t'as genre Audrey Tautou toute mignonne et tu dis mais c'est le réalisateur de Alien la Résurrection qui a réalisé ça quoi. Et je- c'était tellement hors de propos, mais ça a cartonné Amélie Poulain. Enfin bref, ah ouais, on va revenir un peu avant. je l'ai haï. Et d'ailleurs, juste, il y a quelqu'un dans la salle qui a écrit comme quoi effectivement l'affiche faisait peur. Oui, mais complètement, je suis d'accord. L'affiche était effrayante. C'est vrai Tu qu'à sais, l'époque de Mais Bernie, on a eu pire quand même. Âme avec sensible s'abstenir, ça va, quoi. non, c'est vrai qu'avec à l'époque de Bernie avec comment il s'appelle? J'ai un trou, aidez-moi. oui, merde. Euh, Merci, tu m'as filé.
Ouais, et quand on se file Albert de Dupontel, mémoire. merci. Albert Dupontel, Yes. ce Merci dans genre la salle. d'affiche pouvait un peu faire flipper. Ouais. On se disait qu'Amélie Poulain, elle venait tuer quelqu'un avec la petite cuillère qu'elle tient, quoi. Mais Amélie Poulain a forcément tué quelqu'un, soyons Ah mais honnêtes. moi, si t'as envie de m'énerver, tu me souris bêtement derrière une petite cuillère et j'ai envie de te tuer juste après. Hein. C'est insupportable, hein, vraiment. J'ai très C'est mal peut-être vécu ça. toi qui as un problème, John. Ah mais c'est sûrement ça d'ailleurs. Je n'en doute pas une seconde. Mais bon, là, on était déjà dans les années 2000. Et justement, d'ailleurs, puisque on fait une transition vers les années 2000 qui sont pour moi les années bon, bah, basses du front, puisque bah, on a attaqué la télé-réalité plus. Les chaînes se sont rendues compte qu'il Ça, y on avait s'en serait passé, mais bon, ça, oui. les chaînes se sont rendues compte qu'on pouvait faire de l'argent avec rien. Et, et c'est pas les seuls qui s'en sont rendus compte. Et dans les années 90, il y a un film que moi je n'aime pas. Je vais être lynché, mais je n'aime pas ce film, mais qui a eu beaucoup de succès avec rien du tout. C'est le projet Blair Witch. Ah oui, oui. Bah, enfin, je l'ai découvert, je sais pas, en tant que collégienne personnellement, et ça avait été tellement vendu que personnellement, en tout cas, quand je l'ai regardé, je me suis dit, ok, je me suis plus ennuyée qu'autre chose, mais par contre, on va dire que c'était très intéressant. Le concept, c'est-à-dire le fait de faire quelque chose avec rien ou pas grand-chose, le fait d'essayer de faire flipper avec bah, des écrans noirs, juste de la respiration, etc. C'était une expérience, quoi, mais c'est juste que, par contre, surcoté, largement surcoté pour moi. Et malheureusement, ouais, on va dire qu'il s'est beaucoup inspiré. Je vois, j'ai vu qu'il y a Valérie Raptor qui a écrit comme quoi ça l'avait traumatisé étant gosse. Et je pense que quand t'es gosse et que tu découvres ce genre de film, effectivement, ça doit être. Oui, Poltergeist, mon film préféré au passage, est beaucoup plus Mais saisissant. je suis assez Pour d'accord le coup, avec. c'est des histoires glauques autour, hein. Je suis assez d'accord avec Morgan et son ciné qui dit très ingénieux par contre. Le projet Blair Witch, pareil. Moi, il m'a fait peur parce que j'étais pas forcément habitué aux films d'horreur, mais à l'époque en tout cas. Mais c'est quand même très ingénieux. Je veux dire, avant, il y avait que éventuellement Cannibal Holocaust qui avait utilisé ce procédé. Mais justement, en fait, pour moi, en fait, c'était un peu du sous-Cannibal Holocaust, en fait. Vraiment, on part du même principe, finalement, du found footage. Et est-ce que c'était bon? Non, en fait, moi, peut-être que j'étais trop vieux, alors. Mais Mais revenons Après sur Cannibal Holocaust, largement de quoi être boycotté pour tout ce qu'ils ont fait autour. Donc, ouais, ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y étant a des une côté plans, grande snuff movie, ouais. amoureuse des animaux, ce film, il y a des plans complets, par contre, qui sont du pompage, mais littéralement, de Cannibal Holocaust. Donc, Mm. enfin, vraiment, jusqu'au moment, une scène, enfin bon, je vais pas spoiler au cas où les gens l'auraient pas vu, mais t'as vraiment des scènes qui sont quasi similaires, mais sans moyens. Et ça, Tu sais, je pense que l'ingéniosité du projet Blair Witch repose aussi sur sa campagne de communication. Je ne sais pas si pour ceux qui étaient assez grands pour s'en souvenir à l'époque, il y a eu un site internet qui était créé. c'est vrai. Alors, il y avait toujours un site internet pour les films les plus riches qui était créé pour voilà. Là, c'était le site en fait était un site de police. Qui mettait des photos de la police qui avait retrouvé les bobines enterrées dans la forêt. Donc, on peut imaginer que la sorcière de Blair a sorti les bobines de la caméra, elle les a bien mises, elle les a C'est développées, elle l'époque les où a le bien mises dans un truc. marketing cinéma était vraiment au top, par contre, tu vois, parce que le fait de Voilà. faire des sites comme ça, on ne prend plus le temps aujourd'hui. Ah non, non, Même c'est vrai. les films à Les très grosses gros prods, budget, ouais, on va ouais. peut-être mettre un budget média, etc., pour des partenariats et pour faire parler, mais par contre, ça n'existe plus. Tout ce qui mettait autour, tout ce qui mettait en place, tu vois, le fait de faire un site, de lancer, comme Damien raconte, un site de la police qui recherche les gens, moi, je trouve ça hyper bien et je regrette un peu bah, de pas plus avoir connu ça parce que je trouve ça hyper cool. Et en plus, le film commençait par l'histoire, quoi. Vraiment, Ouais. c'est-à-dire le film ne laissait quasiment pas, à part le fait qu'il y ait un générique de fin, ne laissait pas tellement le doute sur le fait que c'était une œuvre de cinéma et pas un documentaire ou des bobines qui auraient effectivement été retrouvées dans la forêt, quoi. J'avoue, c'était bien. Ça, j'avoue, c'était intelligent. Après, je suis passé un peu à côté du film, effectivement, peut-être, moi. Parce que je devais être trop vieux, je pense, justement. Puis j'avais déjà bouffé pas mal d'horreur. Mais ce qui était intéressant, c'était cette façon de se faire du fric et de faire beaucoup de fric avec rien. Ça, c'était très intelligent. Je crois, juste, je termine sur Blair Witch, je crois qu'il a coûté 100 000 dollars, je crois, et qu'il a rapporté 100 millions, un truc comme ça.
Je crois qu'il a été battu par le film de fantôme là, qui repose sur le même principe, le found footage. Paranormal Activity. Paranormal Activity, merci. C'est la soirée de la perte de mémoire. Paranormal Activity qui lui a coûté un truc genre 20 000 $. Ou je me plante peut-être sur les parce on n'avait pas vraiment, on digresse un oui, peu. les acteurs étaient payés que dalle pour le coup et on leur avait dit ce sera en fonction du succès du film et ils ont bien fait de prendre le pari. Ouais, parce que pareil, il a rapporté plusieurs centaines de millions. Et ça reste un des problèmes qu'il y a eu dans les années 90, mais aussi par la suite, bon, qu'il y avait déjà dans les années 80, tu me diras, c'était quand tu as un truc qui marche, de l'user jusqu'à la corde. Mhm. Effectivement, après le projet Blair Witch, on a vu le nombre de films en found footage a été hallucinant et il y en a encore aujourd'hui et c'est assez pathétique. Pareil après Scream qui a relancé. D'ailleurs, on doit beaucoup à Craven là-dessus parce que je veux dire, il a quand même marqué plusieurs fois le cinéma d'horreur d'affilée. Une première fois avec La dernière maison sur la gauche, une autre fois avec Freddy, Les Griffes de la nuit, il a créé un boogeyman qui est dans l'esprit de tout le monde, même ceux qui n'ont pas vu le film savent à quoi ressemble Freddy. Et avec Scream, il a recréé quelque chose. Il a relancé le cinéma d'horreur, etc. Et avec le whodunit, en fait, qui est con comme la lune, hein, je veux dire, c'est un principe, déjà, on l'a dans Lady Nègre, etc., etc. C'est du Agatha Christie, voilà, depuis. Mais le côté tueur masqué, tout ça, machin, etc., c'était tellement bien foutu que ça relançait une mode qui s'est suivie avec ensuite Urban Legend, Souviens-toi Souviens-toi l'été l'été dernier, dernier. Ouais. voilà exactement. Et c'est un petit peu dommage aussi parce que Et leurs effectivement, multiples suites et leurs multiples en suites, direct ou DVD, notamment pour Urban Legend. ouais, je crois que j'ai pas tout vu d'Urban Legend. Le Après, premier était, c'est un peu l'histoire des films d'horreur de toute façon, ça a toujours été comme ça. C'était comme ça pour Freddy, c'était comme ça pour Halloween. ouais, pas que des films d'horreur aujourd'hui d'ailleurs. Déjà dans les années 90, en fait, c'était surprenant qu'il n'y ait pas eu, par exemple, bon, tu me diras, Amélie Poulain, c'est 2000, mais qu'il n'y en ait pas eu un deuxième, tu vois. Oh, ouais. Oui, non, c'est très bien qu'il n'y en ait pas eu un deuxième. Mais c'est surprenant. Non, c'est pas Parce ça. Moi, j'adore Amélie Poulain. Non, c'est juste que c'est juste que c'est un film d'auteur et que pour le coup, il raconte ce qu'il a raconté et que l'intérêt dans l'ambiance, y a rien d'autre à raconter autour d'Amélie Poulain. qui a parlé de Speed 2, là? Levez la main. Alors Speed 2, tiens, c'est très intéressant Speed 2 parce qu'en plus, il est sorti à peu près en même temps que Batman et Robin, si je ne m'abuse. Donc là, on est sur un cinéma. Ouais, là, on est sur un cinéma. Moi, je me rappelle un jeune. On rentrait du collège avec un copain et on se disait putain, il y a plus rien au cinéma en ce moment. Et parce qu'on avait traversé une période où il y avait pas. Et en fait, c'était juste avant. C'était peu de temps avant la sortie de Matrix, de Fight Club, de tout ça. Donc, au final, voilà, le cinéma, ça va, ça vient. Mais oui, l'époque Speed 2, Batman et Robin et tout, c'était un peu difficile. Mais Speed 2, c'est une énorme erreur et c'est ce qui fait ce dont on parlait tout à l'heure, John, en privé, c'est que c'est ce qui fait qu'on investit moins maintenant dans les suites ou les tentatives de remake. Je pense au remake de Predators il y a quelques années. Pas le nouveau, celui d'avant avec Adrian Brody. Le remake de Ouais, ouais. Predators avait eu 40 millions de dollars de budget. C'est impensable de nos jours, un film comme ça avec 40 millions de dollars. C'est le budget de Alien vs Predator 2, donc qui était quand même quasiment un direct to DVD. Donc je pense que les producteurs ont beaucoup appris, alors en bien ou en mal, mais de cette époque où ils lâchaient comme ça l'argent suite à un succès pour faire un numéro 2 et que c'était un avion qui se crachait, quoi. Speed 2 est nul. Et je sais plus combien il a coûté, mais c'est nul. Enfin, ça vaut même pas $1, quoi. Et il était particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai vu qu'il était cité, ça m'a fait sourire. Mais effectivement, par contre, je trouve les années 90, peut-être les dernières années où justement, il y a eu une vraie tentative de la part des producteurs de mettre en place des choses nouvelles. Les années 2000 Alors, ont fait du mal. je mets un très bel exemple en photo, des choses nouvelles. Belle tentative des producteurs. Attends, je vois pas. Zut. Tu es coincé, appuie sur ta barre espace. Ah oui, c'est vrai, merci. Ah oui, des choses nouvelles. Eh ben, on C'est pourra en génial. parler demain, on pourra en parler demain matin On en parlera de ça. demain. Ne manquez pas. Ne manquez pas notre conférence de demain matin. Sur les choses nouvelles.
Donc oui, je t'ai coupé, désolé. Non, 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 je pense sincèrement que les producteurs de l'époque, c'est les dernières années où vraiment ils ont eu des coronesses d'essayer des choses nouvelles, justement, du direct vidéo. Aujourd'hui, forcément, avec l'émergence d'Internet, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est beaucoup plus difficile. Donc, quelque part, oui, forcément, un film qui se foire aujourd'hui ou un AV aujourd'hui, t'as pas moyen. Enfin, je veux dire, si tu veux le découvrir, tu le découvres en 3 secondes sur Internet, sur Netflix ou ailleurs. Euh, ouais. En plus, oui, c'est vrai. 2001 a été c'est pas faux, une année qui a bouleversé le cinéma pour fatalement les raisons, des raisons évidentes. Oui, alors on en avait parlé un petit peu avant de préparer cette conférence, mais effectivement, on peut dépasser un peu. C'est que les années 90, quand vous regardez un film d'action des années 90, je vais pas citer Speed 2, mais par exemple, je peux citer Speed. Euh, Aujourd'hui, il a assez mal vieilli quand on connaît ce qu'on a connu en 2001, par exemple. Et après, évidemment, mais c'est un film blindé d'incohérences qui tient pas la route avec ce qu'on connaît et du coup les attentats des oui j'avais compris Valéo Raptor, les attentats du World Trade Center, c'est ce qui a remis tout à zéro sur les films d'action américains. On s'est mis à mais même dans le traitement, par exemple le traitement d'un héros qui se prend une balle, vous vous souvenez de John McClane qui se prend 2 balles, qui fait une roulade et qui tire sur le méchant. euh, on a eu des films d'action où, après le 11 septembre, où des gens se prenaient une balle dans l'épaule, éventuellement, coup de bol, et ils étaient par terre en fait. Et heureusement, la situation s'arrangeait autrement. Mais pareil, les explosions sont représentées beaucoup plus brutes. On le voit notamment. Enfin non, j'allais dire le soldat Ryan, mais qui est sorti avant le 11 septembre, mais on voit des explosions plus brutes, plus sèches, qui projettent les gens, mais pas au ralenti. On filme beaucoup moins au ralenti, on filme beaucoup plus en vitesse normale. On est beaucoup plus proche du personnage, on est beaucoup plus à hauteur d'homme en fait. Je pense à La Guerre des Mondes de Spielberg par exemple. Ouais. Dans La Guerre des Mondes de Spielberg, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas plus que les personnages ce qui se passe. C'est-à-dire on découvre avec les personnages ce qui est en train de se passer. On n'a pas d'explication que les personnages n'ont pas en dehors de la voix off au début et à la fin. Donc ça c'est intéressant aussi, c'est exactement ce qui s'est passé le jour où 2 avions sont rentrés dans les tours. C'est que les gens n'avaient aucune idée de ce qui était en train de se passer, à part éventuellement s'ils allumaient une télé, et à l'époque on n'avait pas les smartphones, on n'avait pas tout ça. Donc voilà, Ouais. le cinéma a changé suite à ça. C'est pour ça aussi que le cinéma des années 90 et notamment les films d'action sont très très différents de ce qu'on a fait après, pour Et moi. qui sont un côté forcément plus fun. C'est bien, on Bien sûr. s'arrête sur une petite note positive. Absolument, on va ça. C'est bien. Mais justement, peut-être, alors la question qui était posée les années 90, c'était-elles les dernières années fun? Euh, non, pas forcément, parce qu'il y a encore des choses très fun qui se réalisent même encore aujourd'hui, et des Encore heureux. choses encore heureux. Et il y a des pépites et des chefs-d'œuvre, que ce soit d'ailleurs en série, et là vous en savez quelque chose, ou en film. Mais c'est vrai que les années 90 ont peut-être justement marqué une sorte, enfin marqueront une dernière sorte de nostalgie, pour employer le mot que tu employais tout à l'heure, Aurélia, Mm. de nostalgie dans le cœur des gens. Je sais pas s'il y aura une nostalgie similaire sur les années 2000, j'en doute Ah, un mais peu. c'est sûr. J'en doute un peu. Oh, moi, j'ai pas trop de doutes là-dessus. Je pense Ah, puis si. que, enfin, c'est venu petit à petit. Il y a eu vraiment un retour de la mode des années 60, il y a eu un retour de la mode des années 70, 80. Maintenant, on est dans le retour de la mode des années 90. Ça serait un petit peu bizarre qu'on retourne d'un seul coup aux années 50, quoi. Je pense qu'il va y avoir un espèce de comeback. Et on l'a déjà avec. Enfin, nous, je pense qu'on s'en rend beaucoup compte aussi avec Seriously, mais les séries des années 2000 cartonnent chez nous. Enfin, tu vois, genre les Lost, les Spartacus, etc. Ces séries-là ont un succès assez monstrueux, quoi. D'accord. Qui ne sont pas les plus récentes, mais qui ne sont. Enfin, tu vois, c'est pas les séries les plus récentes en ce moment. Voilà, on parle de Smallville. Enfin, toutes ces choses-là, vraiment, ont un espèce de retour dans le cœur des fans qui ont. J'ai l'impression qu'on est en train d'amorcer cette nostalgie des années 2000. Ce D'accord. qui est normal parce que ça y est, ils arrivent et ils ont 20 ans, hein, ceux qui sont Mais nés en oui, 2000. Donc c'est logique. voilà. Nous, Ça fait évidemment très qu'on mal, ça. n'aura pas Ils ont cette 20 ans, ceux qui nostalgie. sont nés en 2000. Oui, bah ça y est, moi je me suis fait une raison. Mais Et donc, bah du coup, on va vous laisser là, en espérant Yes. que notre petite discussion vous aura plu et ça nous a fait
plaisir de la partager avec vous en tout cas. Et on peut se retrouver si vous voulez pour ceux qui sont des leftos demain matin à 10h. Pourquoi des leftos? Parce que demain on est quand même un petit peu dimanche. Et donc demain à 10h dans cette même salle pour parler justement des séries et des années 90. Et, Et là, et on pourra parler de la trilogie du samedi, on pourra parler de AB absolument, Productions, absolument, on AB pourra se lâcher un peu Productions, plus. Trilogie du samedi, etc. Et je ne parlerai pas de Maggie puisque c'est les années 80. Pas grave. Merci à tous en tout cas. Sur ce, merci à tous, vraiment, merci. Et puis merci à Aurélia et à Damien. Bah, merci à toi. De rien, merci à toi. À très bientôt. Bonne À soirée. bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée et bravo à vous et merci de votre participation.